Enseignement de qualité, la langue maternelle peut être une solution. La Côte d'Ivoire, capitale du basketball africain, pendant 11 jours, 16 pays sont attendus pour cette compétition en Côte d'Ivoire. Et puis en Syrie, l'enquête des inspecteurs de l'ONU ouverte depuis dimanche. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire, capitale du basketball, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 31 août, le pays abrite depuis ce matin donc l'Afro-Basket, la grand-messe du basketball africain, 16 pays en compétition. La Côte d'Ivoire entre en scène cet après-midi même à partir de 17h30 et elle sera face à l'Algérie. Les langues maternelles gagent d'une éducation de qualité. La direction de la pédagogie et de la formation y croit. Pour preuve, le succès du projet École intégrée lancé en 2001. On en parle avec Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, les élèves manquent en général de performances en matière de connaissances mathématiques et scientifiques. Cela est dû, selon le gouvernement, à la non-maîtrise de la langue de l'enseignement officiel qu'est le français. Pour contourner cette difficulté, les langues maternelles, la solution trouvée, d'où la création du projet École intégrée, une école alternative où le passage de la langue maternelle au français se fait progressivement. On a introduit les langues nationales en milieu rural dans un premier temps pour pouvoir aider nos enfants à relever leur niveau de la qualité de l'enseignement qui est donné dans ces zones. Au départ, on n'avait que 10 écoles. Aujourd'hui, nous sommes à 20 écoles. Avec la généralisation que nous allons entamer très bientôt, je pense qu'il faut dire que les choses vont dans le bon sens. L'élaboration des stratégies de l'enseignement en langue maternelle serait alors une bouée de sauvetage pour l'école ivoirienne. Nous avons constaté que dans nos classes maternelles, lorsque l'enfant qui arrive pour la première fois se trouve en face d'un enseignant qui parle sa langue maternelle, mais cet enfant-là se sent rassuré, il a plus confiance à l'enseignant et il apprend plus facilement. Le projet École intégrée, créé depuis 2001, la solution pour de meilleurs résultats scolaires selon l'État. Pendant cette formation, les panélistes vont revoir et réactualiser les modalités pédagogiques. Au sortir de ce travail de réflexion, des documents à même de renforcer l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire seront produits. Les langues maternelles, la solution pour un enseignement de qualité, pourquoi pas? Pourtant, plus de 60% de la population en Côte d'Ivoire a du mal à s'exprimer dans sa langue d'origine, situation qui pourrait faire disparaître certains peuples. Selon l'Académie ivoirienne des langues maternelles, il faut agir au plus vite. Laetitia Mongli. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette rencontre qui réunit les fils brons. L'on pourrait dire de cet homme qu'il est bilingue. Le français et le bron, sa langue maternelle, deux langues qu'il manie avec aisance et dextérité. Un exercice pourtant difficile à exécuter pour de nombreux Ivoiriens. Plus de 60% des Ivoiriens ne parlent pas leur langue maternelle, et cela pour diverses raisons. Je ne comprends pas un mot de la langue bron. Parce que lorsqu'on est né dans le village, tous les parents parlaient le Koulango. Je ne parle pas ma langue maternelle compte tenu du fait de mon entourage, de mon environnement à la maison, à Abidjan. La langue paternelle, je ne la parle pas parce que les parents même ne parlent pas la langue. Le recours aux langues maternelles, un réflexe de moins en moins présent dans le quotidien des Ivoiriens. Ce n'est cependant pas trop tard. Pour certains conservateurs, l'une des solutions serait la création d'établissements scolaires exclusivement réservés aux langues vernaculaires. Nous avons ouvert une école expérimentale et nous sommes en pourparlers avec l'inspecteur pour que cette année, ça puisse être pris en compte au niveau de l'école officielle. Mais le chantier est encore vaste car avec environ 70 dialectes, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays africains où une grande partie des populations ne s'exprime qu'en français. Cette information, avant de continuer, les députés de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale ont adopté hier à l'unanimité 2 projets de loi de ratification sur l'apatridie. Le premier porte sur le statut des apatrides en Côte d'Ivoire et le second sur la réduction de ceux-ci. Notons qu'ils sont 9000 en Côte d'Ivoire.
Elles étaient près de 3000, les femmes du RIFRE, le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation, venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait donc pour ces femmes de faire l'état des lieux du processus et de proposer quelques solutions pour une réconciliation nationale vraie et durable. Hamza Diaby. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire connaît une série de crises successives. Des crises qui ont fragilisé le tissu social. Les femmes de Côte d'Ivoire, à travers le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation, ont décidé d'y remédier. Pour ce faire, des états généraux pour mieux amorcer la réconciliation nationale s'imposent. Le RIF, convaincu que la réconciliation apparaît comme le seul moyen de réenclencher une dynamique de cohésion nationale, a donc décidé de donner la parole aux femmes de Côte d'Ivoire. 4 thèmes de référence ont été soumis à leur examen. L'origine de la crise selon les femmes, la responsabilité des femmes dans les crises passées et récentes, les recommandations pour garantir la non-répétition. Les femmes de Côte d'Ivoire qui apportent leur contribution à la recherche de solutions en faveur de la réconciliation. Un coup de pouce à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Vous avez identifié les acteurs. Vous avez relevé les responsabilités, y compris, et c'est cela qui est important, y compris la responsabilité des femmes. Il n'y a plus rien à ajouter à la façon dont vous avez abordé ces questions-là. Ces états généraux de la réconciliation ont fait le bilan des actions menées par les femmes sur le terrain. Ces femmes, actrices du monde rural, des associations et ONG, des leaders membres de la société civile, ont également réfléchi sur les moyens pour favoriser le retour de la cohésion nationale. Je vous invite à présent à faire incursion dans l'univers des lavages auto. Il y en a de plus en plus à Abidjan. C'est que l'activité nourrit son homme, mais combien sont-ils, ces laveurs d'auto soucieux de l'environnement? Franck Wadio. Yopougon, la plus grande commune du district d'Abidjan. Le trafic y est intense et le trop-plein de véhicules suscite la création de stations de lavage auto. Celle de Christian est au quartier Bel Air. Pour l'évacuation de l'eau de rinçage, il a une astuce toute trouvée. Pour l'eau, on a créé des fosses, on a fait des fosses pour que de l'eau usée puisse aller là-dedans. Pour éviter que ça passe sur le goudron, quoi. L'utile, mais aussi l'agréable dans cette autre station. Ici, c'est le confort, mais cela a un coût. 1000 à 20 000 francs CFA la prestation, mais le résultat final plaît à la clientèle. Le gérant, lui, grince des dents, taxes et impôts divers, grippe quelque peu l'activité. Les impôts, on paie normalement les impôts. Les affiches, disons l'affiche qui présente le local, on paye aussi chaque année. Le burida aussi, les gens viennent nous encaisser à cause de l'écran de télévision qui est en salle d'attente pour les clients. À cela s'ajoute facture d'eau et d'électricité élevée. La tentation est donc grande de limiter les efforts. C'est la démarche d'ailleurs suivie ici à Koumassi dans cette autre station réduite à son plus simple rôle, lavage et rinçage contre la somme de 300 francs CFA. C'est selon les moyens qui fait que nous sommes venus sur ce côté pour se débrouiller un peu. Sinon, il y a des coins, il y a des lavages qui coûtent cher. Un tarif économique, pas assez selon les responsables pour s'occuper de la préservation de l'environnement. On gère donc comme on peut la canalisation bouchée par l'eau de rinçage des véhicules. Il y a des fois qu'on a le temps, on prend un râteau et puis on enlève, on débouche le caniveau. Des efforts individuels, trop peu pour résoudre le problème. Le lavage auto, un secteur alors à mieux organiser. L'éthique au service de l'agriculture, une trouvaille du ministère de l'Agriculture pour permettre aux acteurs du secteur de mieux gérer et contrôler leurs activités. Première cible, les planteurs d'EVA. Ils ont donc été formés aux sciences informatiques. Thomas Guessambi. Les technologies de l'information et de la communication au service du monde agricole. Une stratégie du ministère de l'Agriculture qui entend jouer sa partition pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020.
Pour arriver à l'e-agriculture, le ministère s'appuie sur les structures sous tutelle, ainsi par l'entremise du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, les producteurs d'EVA possédant des superficies supérieures ou égales à 50 hectares peuvent désormais suivre leur plantation via l'outil informatique. La mise à disposition d'un tel outil permettra aux petites et moyennes entreprises agricoles de moderniser la gestion de leur exploitation, de suivre les différents travaux et les performances tant techniques que financières de l'exploitation. Une centrale des risques doit être également mise en place. C'est un outil qui vise la réduction des risques de vol de la production, devenu un fléau dans la filière. L'EVA-culture en Côte d'Ivoire, ce sont 430 000 hectares de superficie cultivée pour une production de 256 000 tonnes, soit 412 milliards de francs CFA de recettes pour la seule année 2012. Premier producteur africain et 7e mondial, la Côte d'Ivoire vise les 600 000 tonnes de production à l'horizon 2020. Des armes chimiques ont-elles été utilisées ou non en Syrie? Peut-être bientôt la réponse à cette interrogation. Une mission des observateurs de l'ONU est en enquête donc depuis dimanche sur la question dans le pays. Sa mission est d'enquêter sans accuser. Enquêter sans accuser. C'est la mission de ces inspecteurs de l'ONU arrivés à Damas en Syrie dimanche. Ils sont chargés de déterminer si des armes chimiques ont été déployées pendant la guerre civile, sans chercher de responsable. Premier site à examiner, Khan al-Assal, près d'Alep. Bachar al-Assad accuse les rebelles d'y avoir tué 26 personnes à l'aide d'armes chimiques. Autre site potentiel, Homs, où l'armée aurait employé des gaz incapacitants contre les insurgés, et à Taïba, dans le sud. Depuis plusieurs mois, la communauté internationale soupçonne le régime syrien d'utiliser des armes chimiques. Les États-Unis en avaient même fait un motif d'intervention militaire. D'après des investigations françaises et britanniques, l'armée syrienne aurait fait usage de gaz toxiques à au moins 13 reprises contre les rebelles. La conclusion du laboratoire est claire, il y a du gaz sarin. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut tracer qui est à l'origine du gaz sarin? Est-ce que c'est l'armée de Bachar el-Assad? Dans le deuxième cas, il ne fait aucun doute que c'est le régime et ses complices. La Russie, principal allié de Bachar al-Assad, accuse les insurgés. Difficile d'estimer les parts de responsabilité des deux camps, la Syrie est l'un des 7 pays au monde qui n'a pas ratifié la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Un refus qui complique les contrôles et entretient l'opacité sur la nature des armes utilisées pendant cette guerre civile. Voilà, et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.